Oui, alors gestion de l'eau, c'est pas par hasard qu'on était venu sur ce secteur-là. Donc on est sur le lieu d'un golf départemental qui a donné lieu à pas mal de polémiques pendant cet été. Alors nous, on aime bien répondre aussi de façon assez factuelle. Hein. D'abord, c'est un lieu public. Hein, et je le redis, golf départemental, c'était la volonté des élus qui nous ont précédés. Voilà, d'être dans une dimension de démocratisation de ces espaces et d'accompagner les jeunes sur des pratiques sportives qui étaient peut-être un peu réservées à l'époque, et donc d'avoir cette vraie politique des volontaristes. Alors pourquoi le golf? Mais aussi parce que la question de l'eau cet été, avec la grande sécheresse, a amené voilà, quelques polémiques là-dessus. Je dirais globalement des polémiques qui concernent tous les espaces sportifs où il peut y avoir effectivement des terrains herbeux qui nécessitent d'être arrosés. Alors, le golf départemental, on a fait aussi le choix d'une gestion raisonnée. Alors, au-delà d'un espace sportif, je dirais que c'est un espace expérimental et de démonstration. On avait été accompagné par le PNR là-dessus, sur des pratiques vertueuses, à la fois sur la tonte et à la fois sur la gestion de l'eau. Et donc, on est propriétaire de retenues collinaires, donc l'eau de surface qu'on vient capter de 6000 mètres cubes. Et ça évite au golf d'aller ponctionner sur le robinet, on va dire, si on doit le dire simplement, et de gérer intelligemment l'eau qu'il a collecté ainsi. On fait d'ailleurs des travaux pour doubler ces réserves collinaires, pour passer de 6000 m3 à environ 10 000 m3 ou 12 000 m3 si on est vraiment carré. Bon. On est vraiment là-dessus. Il y a eu un label argent sur la question de la biodiversité aussi pour ce site. Donc à la fois sportif, démocratique et expérimental. On est dans une année qui a démontré qu'effectivement une extrême sécheresse, donc beaucoup de tensions sur les réserves, avec la réserve de Montbel qui est tombée à 18 millions de mètres cubes. Normalement, on doit laisser un culot, vous savez, pour les années suivantes, autour de 10 millions de mètres cubes, par là. Hein. Donc on n'a pas quand même une capacité énorme en fin de saison. Pareil pour Fillette, des sources qui étaient au plus haut niveau depuis 8 ans. Donc toucher du doigt la question de sécheresse et la vision sur comment on gère l'eau, mais qu'on gère l'eau pas simplement sur un petit projet, c'est regarder ça depuis la première goutte d'eau qui tombe jusqu'à celle qui va rejoindre les océans. Donc ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau. Voilà. Donc un projet sur lequel le SMDEA s'était porté peut-être de fil, je dirais, mais ça n'a pas d'importance pour moi. Ce qui est important, c'est qu'on dépasse la discussion sur l'eau de la facture que je reçois à la maison quand j'ouvre mon robinet. Et comprendre comment on peut gérer. Comprendre que l'eau qui circule, si on ne l'a pas stockée, c'est une vraie question après pour les nécessités dans les périodes de sécheresse. Hein. Voilà, recomprendre bien ce grand cycle de l'eau avec tous les acteurs, que ce soit les syndicats sur l'eau domestique, les syndicats de rivière, que ce soit le conseil départemental qui est aussi engagé là-dedans, et les usagers, l'association, la chambre d'agriculture qui m'a répondu qu'elle était très favorable à ça. Donc aujourd'hui, je crois que c'est une vraie nécessité et ça permet d'apaiser aussi le débat en posant de la compréhension et du sens sur l'histoire. Très haut débit, là, on a 92 000 lignes qu'on doit déployer. On est à 52 000 lignes qui sont déjà déployées, donc foyers éligibles, hein, et 17 000 foyers qui ont vraiment demandé à leur opérateur d'être raccordés à
à la fibre, donc ça avance très bien. On est toujours sur le timing de 2025. On recommence les réunions publiques qu'on avait faites et puis qu'on avait suspendues pendant la période de pandémie. On a fait des conférences téléphoniques. C'était pas toujours très facile, mais bon, ça répondait au fait que oui, on voulait garder cette proximité avec nos concitoyens, bien leur expliquer tout ça. Donc on revient là pour faire un peu, entre guillemets, le service après-vente, hein, dire voilà, ça y est, vous êtes éligible, voilà, comment vous raccorder, donner des explications très simples sur la possibilité de raccordement. Hein, voilà, avoir cette discussion, des fois des difficultés qui peuvent se présenter sur des territoires, sur des communes, avoir ces discussions nécessaires, je dirais, de suivi de chantier pour un chantier qui est quand même le plus gros chantier du département. L'engagement du département, hein, c'est donc un réseau public, hein, je le dis, c'était déjà notre première priorité, c'est d'avoir cet engagement public, et derrière un réseau public, c'est un service public, et le service public doit se déployer jusqu'à la dernière maison de la dernière vallée, du bout de la vallée. Alors je dis souvent ça comme ça, pas en riant, mais parce que c'est la réalité. Alors la seule chose, il y a un dispositif, hein, quand c'est très loin de la dernière maison, c'est on demande à la personne, est-ce que vous voulez être raccordé à la fibre optique? Et ce qu'on appelle le raccordement à la demande, et il nous dit oui ou non. Ça, c'est pour éviter de faire des dépenses d'argent public, alors que la personne au bout n'en veut absolument pas. Une lettre a été adressée donc au ministre de la Transition écologique et au ministre de l'Agriculture. On souhaite être reçu par les deux au regard voilà, du tribunal administratif qui a donc cassé les arrêtés préfectoraux sur la question de l'effarouchement. Alors je ne dis pas que l'effarouchement est une recette miracle, hein, parce que ça se saurait, mais elle permettait d'accompagner la profession dans les difficultés qu'elles connaissent sur des secteurs en tension, en particulier le couseran, hein, quand même. Hein. Et on a connu encore des dérochements cette année et tout ça. Je trouve que c'est une très mauvaise réponse, si on peut se permettre quand même de donner un avis sur une décision de justice, parce que ça donne, à mon sens, une position assez orientée où tous les arguments de One Voice ont été écoutés, tous les nôtres ont été retoqués parce que, soi-disant, mais c'est une réalité que je ne conteste pas en fait. Hein. Nous avions une position où on disait que la cohabitation était impossible. Mais bon, on le constate tous les jours. Cohabitation possible sans prédation, non, ça n'existe pas. Hein. Donc, elle est impossible à notre sens. Hein. Et donc, on demande à l'État de faire le recours au fond, hein, et que ça, pour moi, c'est pas une option. Hein, c'est vraiment une nécessité. Et puis d'avoir une position claire, mais au fond, aujourd'hui, est-ce que cette espèce protégée ours, c'est la super espèce qui va permettre de sortir les hommes des territoires sur lesquels ils travaillent depuis des millénaires. Hein, et puis je pense que, je le dis souvent à la Chambre d'agriculture, on échange là-dessus ensemble, c'est que ça pose la question du modèle d'agriculture qu'on défend. Hein, quand on va en estive, c'est aussi parce que on défend un modèle alimentaire, qualité alimentaire, un modèle vertueux de circuit court, que demain, quand ces troupeaux seront plus là, c'est un autre modèle d'agriculture qui sera en place.